Madame, Monsieur, bonsoir et ravi de vous retrouver pour votre émission Sur la brèche. L'invité de ce dimanche est Kémi Séba. À l'état civil Gilles Robert Kapochichi, il est franco-béninois, essayiste installé depuis quelques années au Sénégal. Il se revendique panafricaniste et milite pour l'abandon du franc CFA. Il est le président d'une ONG, Urgence panafricaniste. Kémi Séba, bonsoir. Bonsoir. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Le plaisir est pour moi. Nous avons 1 heure pour décrypter, commenter et analyser l'actualité nationale et internationale. Mais avant, je voudrais que l'on fasse plus ample connaissance avec vous. Première question déjà, quelle représentation vous avez de votre personne et quelle présentation vous pouvez en faire au public de Sur la brèche? Alors, je profiterai de votre question en répondant et en vous disant déjà que je ne me revendique pas panafricaniste. Mes actes transpirent. Mes actes respirent. Mes actes sont la matérialisation et l'illustration claire, nette et précise que tout dans mon ADN, qu'il soit culturel, qu'il soit politique, qu'il soit intellectuel de manière générale, est dans cette dimension du panafricanisme. Donc je ne cherche même pas à le scander, c'est quelque chose qui de facto est en harmonie avec cette réalité. Au-delà de ce passage-là, je suis un chroniqueur géopolitique, je travaille pour Vox Africa, au passage, je suis conférencier. Je suis quelqu'un qui vit chaque jour, se lève chaque matin, dort chaque soir en pensant à comment faire en sorte que l'Afrique puisse se relever. C'est ma seule obsession. Le jour où je n'ai plus cette cause-là, je n'ai plus aucune autre raison de vivre. Certaines personnes sont nées sur cette terre pour accomplir une mission, la mission que mes aïeux m'ont donnée, et c'est la mission de notre génération en réalité, c'est celle de contribuer à la revalorisation de notre continent, à la reconstruction du continent africain, du Burkina Faso, du Bénin, de tous les pays du continent, de telle sorte que notre peuple puisse être respecté aux 4 coins du monde. Parce que si votre maison est considérée comme une porcherie par l'extérieur, ceux qui sont les ressortissants de cette porcherie ne seront pas considérés comme des pierres précieuses, mais comme des déchets. Raison pour laquelle les Noirs, partout dans le monde, sont ostracisés, sont discriminés à bon nombre d'endroits. Tant qu'on ne sera pas capable de reprendre en main les rênes de notre continent, récupérer et protéger nos matières premières, faire en sorte que le principe du souverainisme puisse être présent sur cette terre, tant qu'on ne le fera pas, on ne sera respecté nulle part. On aura le temps de donc voilà, grosso modo, dans les grandes lignes, en guise d'introduction, ce que je pourrais dire en termes de présentation. Je suis un activiste politique panafricaniste et je suis quelqu'un qui vit, qui survit pour ce continent, parce que c'est notre seule obsession. Alors, comment est-ce que Stélio Kapochichi, né un jour de décembre 81 à Strasbourg, de parents d'origine béninois, est-il devenu Kémi Séba? C'est l'histoire d'un vécu. Je pense que Dieu m'avait préparé à travers mon chemin, la discrimination violente, le racisme que j'ai connu étant enfant, l'ostracisation de l'homme noir en Occident. Dans les années 80, l'homme noir n'était pas à la mode, c'est le cas de le dire. Et tout cela a fait en sorte que ça a pu créer en moi une analyse, dès mon plus jeune âge, du rapport de l'homme noir au reste du monde. Non pas dans une dimension, une volonté de nous couper de ce reste du monde, mais au contraire de comprendre pourquoi nous sommes toujours discriminés par rapport à d'autres populations, alors que nous sommes autant capables que d'autres, si ce n'est plus parfois, pourquoi nous sommes toujours en situation de second plan. Et c'est dans cette démarche-là qu'un certain nombre de choses ont germé en moi. Je suis rentré dans l'activisme politique et j'ai pris le nom, puisque vous faites allusion de Stélio Kapochichi à Kémi Séba. Stélio, ça signifie étoile en italien, c'est ce que mes parents m'ont donné comme prénom. J'ai pris la traduction dans la langue la plus ancienne du continent africain, l'une des plus anciennes, le Medunetcher. Stélio est devenu Séba. Et Kémi signifie noir, ça a donné Kémi Séba. D'accord. Dans les années 2000, vous fondez la tribu K, considérée comme un mouvement radical prônant notamment la suprématie noire et dissoute par les autorités françaises en 2006. Aujourd'hui, vous apparaissez comme le chantre d'un nouveau panafricanisme en tout cas. Quel est le sens que vous donnez à votre militantisme? Pour faire clair déjà, il faut toujours préciser qui dissout, qui interdit et qui nous considère comme radicaux. Ça, c'est la première question de fond qui serait nécessaire de se poser. J'ai en mémoire qu'un certain Nelson Mandela, je n'ai aucune volonté de me comparer à ce glorieux aîné, Kémi Séba me suffit amplement, mais Nelson Mandela était considéré comme terroriste par le système d'apartheid en Afrique du Sud. De tout temps, tous ceux qui ont milité, même quelqu'un comme Luther King, qui est considéré comme un pacifique, était considéré comme un semeur de troubles aux États-Unis parce qu'il créait des troubles à l'ordre public de par ses manifestations qui étaient pourtant considérées comme pacifiques. Donc, être considéré comme un radical par le système ne signifie absolument pas
qu'on ait forcément des gens qui sont dans une dimension de dégénérescence, dans une dimension d'extrémisme incontrôlé. C'est complètement éloigné de cette réalité. Disons les choses telles qu'elles sont. Je suis quelqu'un, on fait partie de notre équipe, parce que je ne suis pas seul, hein, je suis le visage peut-être visible, on est un certain nombre de personnes qui militons dans ce sens depuis un certain nombre d'années. Nous sommes jurés, depuis très longtemps déjà, de contribuer à revaloriser notre continent, à réinstaller ce principe du souverainisme à l'intérieur de nos cœurs, de nos esprits, puis par la suite de nos terres. Et par conséquent, dès lors que les Africains ne sont pas prêts à accepter de courber les chines, ne sont pas prêts à accepter de se soumettre au joug de l'impérialisme de manière générale, ces derniers sont considérés comme des radicaux, sont considérés comme des extrémistes. Je ne vais pas vous apprendre, dans le glorieux pays, l'un des pays que je respecte le plus, en l'occurrence celui que je foule à l'heure actuelle, le Burkina Faso, je n'ai pas besoin de vous apprendre que le président Thomas Isidore Sankara était considéré lui-même comme un radical par le monde ultralibéraliste qui était présent en Occident. Donc il faut toujours mesurer, à mon sens, ou nuancer les concepts, parce qu'en réalité, tout dépend de ceux qui les suscitent. Mais je pourrais conclure en disant que nous sommes peut-être radicalement opposés à un système qui nous marche sur les pieds. Si c'est ça être radical, je suis très fier de l'être. Au début des années 60, l'agronome français Renaud Dumont avait écrit que l'Afrique noire est mal partie. Une trentaine d'années après, Axel Kabou, la Camerounaise, s'est posé la question de savoir si l'Afrique refusait le développement. Une interrogation fondée notamment sur cette idée que l'idéologie du refus du développement était la chose la mieux partagée sur le continent par les Africains. Est-ce que vous direz que Kémy Séba se situe à l'antipode de cette vision du continent? Déjà, je pense que M. Dumont, quelqu'un que j'ai étudié à une certaine époque de ma vie, quand il dit que l'Afrique est mal partie, il partait d'un contexte précis. Mais il faut dire qu'avant qu'elle soit mal partie, elle était très bien partie au départ, parce que nous sommes la nation, comme l'expliquait Cheikh Anta Diop, qui a civilisé le reste du monde. C'est quelque chose qu'il faut être capable de rappeler. Et lorsque nous avons été confrontés à une engeance complètement barbare, que certains vont qualifier de néocoloniale, on va parler d'oligarchie occidentale de manière générale, il y en a eu d'autres aussi, ce qui s'est passé, c'est que évidemment, notre capacité, notre excès d'accueil vis-à-vis des autres nous a confrontés à des problématiques qui ont renversé nos sociétés et qui nous ont installés dans un paradigme qui n'était pas forcément en harmonie avec la réalité de nos vies. Parce que le paradigme eurocentriste ne peut pas correspondre à la réalité du continent africain et de la population afro-diasporique de manière générale. Donc, quand on analyse cela, on comprend déjà que tout ce qui a trait au concept exogène tel que le développement par rapport à qui, par rapport à quoi? Chaque nation doit se développer. Chaque nation doit songer à un développement déjà personnellement spirituel. Quand je dis spirituel, je ne parle même pas de religion, mais un développement humain qui permet justement d'être en harmonie avec son environnement. C'est extrêmement important. Se connaître soi, le cogito, se connaître soi et connaître le monde autour duquel, au sein duquel on vit. Ça, c'est quelque chose qui me paraît extrêmement important en termes de réflexion. Le deuxième aspect, quand on parle de développement, si le développement est toujours fixé par une entité qui est considérée comme un baromètre, je dis que cela pose problème. Le développement par rapport à qui? Par rapport à la France. Mais la France, le taux de suicide est supérieur en France qu'il est présent en Afrique. Les sociétés ultra-capitalistes touchent leur plafond de verre parce qu'elles ont oublié la sève de ce qu'est justement le développement humain. Le développement humain, c'est d'abord se connaître soi-même et respecter son environnement. Le capitalisme a chosifié l'environnement et a chosifié l'être humain de telle sorte qu'il a fini par perdre son âme. C'est ce que disaient des personnes comme Lumumba, c'est ce que disaient des personnes comme Sankara, et c'est ce que nous disons plus que jamais aujourd'hui, en ce début du XXIe siècle. Nous devons être capables de redéfinir les développements en fonction de nos propres paramètres et de nos propres paradigmes. Et tant qu'on sera dans une dimension de nous installer en disant que nous voulons rattraper quelqu'un, je suis désolé de vous dire que l'Afrique n'a personne à rattraper, si ce n'est elle-même. Elle doit se regarder dans le miroir. Il ne demeure pas moins que pour des Africains, des millions d'Africains qui vivent avec moins de $1 par jour, c'est quand même compliqué. Vous ne contredisez pas ce que je dis, au contraire, vous apportez de l'homme au moulin, et je vais vous dire pourquoi. Nous sommes la terre la plus riche, mais avec la population la plus pauvre. Pourquoi? Parce que nous sommes dans une dynamique de vouloir orienter notre développement dans un mode de fonctionnement qui est en adéquation, qui a, pour ne pas dire même, été dessiné par des entités extérieures, parce qu'on vit dans des schémas de colonisation aujourd'hui. Le système politique, le système social, le système économique, le système des grandes villes qui a éradiqué ou qui a fait reculer le concept des villages, alors que les villages étaient quelque chose d'extrêmement important, étaient quelque chose de central dans nos sociétés d'antan. Tous ces systèmes-là ont fait en sorte que nous regardons à l'est, alors que notre richesse se trouve sous nos pieds. On est tel un aveugle assis sur un banc en or massif qui fait la Manche. Tant qu'on ne comprendra pas la nécessité de regarder, j'en reviens à ce que je vous disais juste avant, de regarder notre propre paradigme, on tendra la main vis-à-vis des personnes qui se servent sur le banc sur lequel nous sommes assis. Et c'est sur cette démarche-là que nous devons réfléchir de la nécessité de redéfinir le développement en étant en harmonie avec nous-mêmes et non pas avec l'extérieur. C'est un problème de malgouvernance, mais ça va au-delà de ces concepts-là exogènes.
La malgouvernance est due au fait que le système, de manière générale, ne va pas. La corruption de nos esprits, l'aliénation, qui signifie être étranger à soi-même, c'est quelque chose qui est présent depuis trop longtemps. Et tant qu'on ne fera pas un travail intégral de refonte de notre système de pensée, de notre système de réflexion. Je paraphrase Charanta Diop, mais on doit transcender. Charanta fait un travail sur le terrain historiographique, on doit être capable aujourd'hui de faire un travail sur le terrain social et géopolitique. Être en harmonie avec notre environnement pour comprendre le monde. Si on ne se comprend pas soi-même, on ne pourra pas être respecté par le reste. Donc au finish, vous avez le sentiment que l'Afrique refuse le développement? Non, je pense que les élites africaines se délitent complètement et sont en réalité complètement orientées vers la Mecque de leur pensée, qui est l'Occident. Et tant qu'ils ne seront pas dans une démarche de comprendre qu'avant de rêver de l'Occident, il faut qu'ils soient capables de rêver de leur propre terre, d'honorer cette propre terre, rien n'avancera. C'est ce qu'il manque aujourd'hui à cette élite africaine qui, je vous le dis comme je le pense, n'a d'élite que le nom, mais en réalité, sur le terrain intellectuel, est plus basse que le sous-sol que nous foulons quotidiennement. Alors, gourou afrocentriste, adepte du culte d'Aton, à vos débuts, vous vous convertissez à l'islam à la faveur d'un séjour en prison et d'une proximité avec le mouvement politico-religieux américain Nation of Islam. Aujourd'hui, vous prêchez le panafricanisme avec notamment l'ambition de convertir la jeunesse africaine à votre religion. Certains verraient bien en vous, en tout cas, une personnalité tourmentée qui recherche dans la cause panafricaine une sorte d'exutoire à son mal-être. Je pense qu'il faut éviter de lire, vous correspondez à ce que je disais juste avant, quand je disais qu'il faut éviter de toujours regarder l'Occident comme un référentiel en termes de source d'information. Les propos que vous tenez sont les propos des adversaires qui passent leur temps à coloniser le continent africain. Je suis convaincu que vous avez la possibilité d'avoir, juste pour terminer, vos propres sources, plutôt que reprendre toujours des bribes de gens qui passent leur temps à dire que nous sommes des extrémistes, à dire que nous sommes des radicaux, qui disent que nous sommes des... C'est une opinion qui est véhiculée sur vous. C'est une opinion qui est véhiculée par des puissants, les mêmes qui disaient que... Soit, mais vous êtes là pour donner votre avis sur cette opinion. C'est pour ça, avec affection et amour, mon frère, que je vous réponds, si vous permettez juste que je termine ma réponse, en vous disant que les propos que vous tenez, il faut toujours les réinstaller dans un contexte. Il n'y a jamais eu de gourou. Mais c'est vrai que chez l'Occident, un Africain qui pense par lui-même et qui refuse de lire ses notes chez l'occidental est considéré comme un gourou, parce qu'on dit, mais comment ce nègre peut penser par lui-même et peut guider ou orienter d'autres nègres, plutôt qu'ils soient dans cette harmonie justement de suivre les prescriptions qui sont données par nous. Si c'est ça être gourou, je suis très fier de l'être, et c'est ce que Sankara a été, c'est comme ça qu'il l'appelait aussi, lorsqu'il appelait la jeunesse africaine à agir d'une autre façon de ce qui était installé auparavant. Premier point. Deuxième point, en ce qui concerne, quand vous parlez de la recherche, la quête, l'étude du monothéisme africain, il faut qu'on puisse étudier les choses de manière intellectuelle un minimum. Nous sommes des chercheurs. Ce n'est pas se chercher soi-même, c'est chercher à comprendre nos humanités classiques et chercher à nous rastailler dans le présent. Je vous pose une question, vous êtes de quelle religion? C'est pas à moi de répondre aux questions. Très bien, si vous ne voulez pas répondre, c'est votre choix. Mais je vous dis une chose, malheureusement, l'Africain, qu'il soit chrétien ou musulman, moi je n'ai aucun problème avec toutes les religions. J'ai eu un chemin où j'ai étudié tout. D'accord? Et toutes les étapes de ma vie, je suis né chrétien. J'ai étudié l'atonisme, qui est le monothéisme africain dont parlait Charanta Diop. Donc, ne jetons pas l'opprobre sur ce que disait Charanta. Je pense qu'il avait un certain nombre de réflexions sur ce terrain-là. Je suis rentré dans la Nation of Islam, qui est un mouvement qui m'a permis de m'exprimer politiquement. Et j'ai fini par m'adapter au traditionnalisme africain aujourd'hui, après avoir quitté la Nation of Islam, avoir pris ce qui était nécessaire dedans, en finissant par m'initier au paradigme, au traditionnalisme africain, ce qu'on appelle la tradition primordiale, ce que certains vont appeler le vaudou au Bénin de manière générale. Mais c'est cet ensemble de choses qui n'est pas du tout tourmenté, mais qui est le parcours d'un Africain qui a connu le colonialisme culturel et qui a décidé de décrocher ce colonialisme culturel pour revenir justement à une démarche de souverainisme. Et j'ose espérer, mon frère, que le chemin par lequel nous sommes passés, la plupart des Africains le feront. Parce que c'est en agissant dans une démarche d'autodétermination, qu'elle soit intellectuelle, qu'elle soit culturelle, qu'elle soit politique, qu'on sera capable de se faire entendre. Et je terminerai en disant aussi que si nous sommes autant suivis aujourd'hui par la jeunesse africaine, c'est parce que cette dernière sait que le chemin qu'on est en train de tracer et que les étapes qu'on a traversées sont des étapes de ceux qui ont décidé de briser leur chaîne physique, mais aussi mentale, culturelle et spirituelle. Quels sont les ressorts du souverainisme que vous prônez et quelles sont vos chances d'aboutir au succès dans une Afrique balkanisée, fracturée, où les micronationalismes sont dominants?
Les micronationalistes sont dominants au sein des élites et ces micronationalistes sont bien souvent entretenus par des gens qui ne veulent pas nous voir unis. Mais vous vous référez à des élites alors que nous, on se réfère à la base. Le travail de fond qu'on fait en termes de sensibilisation et de conscientisation se fait sur le terrain de la base, non pas sur le terrain des élites. Et sur le terrain de cette base-là, on se rend compte dans tous les pays d'Afrique que nous visitons, au sein desquels nous voyageons, que le sentiment, à l'exception de l'Afrique du Sud, et il faudrait analyser les raisons pour lesquelles les choses se passent de cette façon, ça serait beaucoup plus complexe que ce qu'on veut nous faire croire, mais la plupart des sociétés civiles africaines et des jeunesses africaines ont déjà ce sentiment. Mais vous n'ignorez pas que les élites gouvernent. Juste que je termine mon propos, la plupart de ces populations et de ces sociétés civiles africaines sont déjà de manière intrinsèque dans ce sentiment d'intégration africaine, de panafricanisme, n'est même pas quelque chose, ils n'ont pas attendu Lumumba, Sankara ou autre pour le faire, ou Kémy Séba aujourd'hui. C'est quelque chose qui était déjà présent au sein de leur esprit. Mais non, en ce qui concerne les élites, il faut qu'on soit très clair. L'élite, c'est le sommet d'une pyramide. Le sommet, qui est une pierre, ne tient que si la base le soutient. Si la base tombe, c'est ce qui s'est passé avec votre président Compaoré, qui a pourtant régné pendant un certain nombre d'années ici. Dès lors que la base a décidé de se rebeller, le sommet est tombé. Tout ça pour vous dire que le véritable pouvoir au peuple appartient à ces derniers à partir du moment où ils comprennent que le centre de gravité du pouvoir, ce n'est pas ce que vous appelez les élites. Ils gouvernent, mais ils gouvernent avec l'aval du peuple. Si le peuple n'est pas en harmonie avec ce que les élites veulent, lorsque rébellion se fait, les choses changent. Et c'est ce qui s'est passé par rapport au front anti-CFA que j'ai initié. Dès lors qu'on a lancé cet appel et que plusieurs dizaines de milliers de gens sur le continent africain, dans les pays de la zone franc, ont décidé de répondre à cet appel, qu'est-ce qui s'est passé? La question du franc CFA était une question taboue pendant des années. Depuis 1946, depuis 26 décembre 1946, le franc CFA est installé. Personne ne parlait du franc CFA, ou alors c'était des économistes qui parlaient dans une cabine téléphonique à 4 ou 5 ou dans un taxiphone. Mais dès lors que la société civile africaine, cette année, a décidé de se mobiliser, a décidé de ne parler que d'une seule voix, qu'elle soit burkinabé, qu'elle soit ivoirienne, qu'elle soit béninoise, qu'elle soit camerounaise, tchadienne, etc., etc., le débat s'est internationalisé de telle sorte que dans toutes les chancelleries, tout le monde finit par en parler. Preuve en est que ceux qui font l'actualité politique ou ceux qui font justement la démarche d'élévation politique, ce ne sont pas les élites, c'est bel et bien la base. Et c'est ce vers quoi nous nous orientons et nous dirigeons plus que jamais. Justement, de ce combat, de cette initiative d'abandon du franc CFA, au nom justement d'une certaine forme de souverainisme, je voudrais qu'on en parle. Comment est-ce que vous le justifiez? Pouvez-vous répéter votre question pour que je la comprenne bien? Je vous demande comment est-ce que vous justifiez donc ce combat que vous entendez mener pour l'abandon du franc CFA. Ce combat s'inscrit dans une démarche tricéphale. Quand on parle du souverainisme, il y a le souverainisme économique, il y a le souverainisme politique, il y a le souverainisme militaire. La première étape que nous abordons, et qui sera suivie donc des deux autres comme je l'explique, est la démarche qui part du principe, comme le disait Rothschild, et c'est bien de citer Rothschild dans ce cadre-là, qui dit que celui qui détient le pouvoir économique détient le pouvoir politique. Aucune nation ne peut décider de son propre avenir politique si elle n'est pas capable de gérer ou de contrôler, de maîtriser sa propre monnaie. Comment voulons-nous développer nos pays africains alors que dans les banques centrales régionales, que ce soit en Afrique de l'Ouest ou en Afrique centrale, il y a un représentant de la Banque de France qui a le droit de donner son veto s'il n'est pas en harmonie avec les décisions qui sont prises par les différents représentants des nations concernées. Il y a quelque chose sur lequel on se doit de s'interroger. Il n'y a pas de représentant de la banque burkinabé qui est présente en France et qui donne son droit de veto sur les décisions économiques que la France veut créer ou que même l'euro veut créer pour justement connaître un développement de leur région. Il faut qu'on soit capable nous-mêmes aussi de nous assumer pour ce que nous sommes. Qu'on arrête toujours de s'adapter à des décisions qui ont été prises à une époque où la colonisation était officielle, elle est toujours présente, elle est juste aujourd'hui officieuse. Nous partons du principe que quand on voit les effets pervers du franc CFA, on nous dit que le franc CFA favorise l'intégration. Mais il n'y a que 15% du commerce intra-africain qui est présent depuis justement la construction, la structuration du franc CFA. Preuve en est que cette histoire de monnaie qui favoriserait l'intégration n'est que forfaiture, n'est que en réalité hypocrisie politique et hypocrisie économique. Le franc CFA favorise ceux qui maîtrisent cette monnaie parce que ces derniers, grâce à cette monnaie, ont une situation de grande facilité pour être capables d'importer leur production ici. Et c'est nous autres, nos paysans, nos agriculteurs qui sont en difficulté par rapport à cette propre monnaie. Ce sont ces derniers qui sont en réalité les premiers qui sont concernés par les problématiques que nous exposons là. Donc, les défenseurs du franc CFA estiment cependant qu'une monnaie qui existe depuis 1945 et qui n'a pas bougé, qu'il y a une certaine forme de stabilité. Oui, comme il y avait une stabilité dans l'esclavage. Vous me faites penser à ces défenseurs qui disaient... à l'époque où il y avait les nègres qui voulaient quitter la plantation et qui disaient il faut qu'on quitte cette plantation, d'autres disaient mais ça fait 4 siècles qu'on est là, on a à manger le matin, le midi, le soir.
Même si le maître nous donne des coups de fouet, même si le maître viole nos femmes, même si le maître viole nos enfants, au moins on a un toit pour dormir. Qu'est-ce qu'on va faire quand c'est la saison des pluies? Qu'est-ce qu'on va faire quand c'est l'hiver? Qu'est-ce qu'on va faire quand c'est le torrent dehors? On a des maisons pour dormir. On devrait respecter le maître pour cela. C'est la stabilité. Et puis il y avait l'Africain qui voulait cette indépendance, qui disait « Je préfère la liberté dans l'incertitude et dans le risque que la stabilité dans la soumission et dans l'esclavage ». Ce débat est intemporel, il était présent hier, il est présent aujourd'hui, et il le sera sous d'autres formes demain. Mais une chose est certaine, c'est que la nouvelle génération fait partie de cette, comment dirais-je, catégorie de la population qui comprend la nécessité de briser ces chaînes monétaires, politiques et militaires qui sont présentes sur le continent africain. Nous sommes une génération qui veut la réciprocité. Si des choses sont faites chez nous, qu'elles soient faites chez les autres. Dire cela, il n'y a pas à être tourmenté pour énoncer ce propos, c'est simplement être dans une démarche d'intégrité, de dignité. Mais le problème est qu'on a tellement normalisé le fait que l'Africain baisse les yeux, l'Africain soit à genoux, que pour eux, dès lors qu'un Africain décide de se dire que ça suffit, je ne veux pas me faire piller ad vitam aeternam, les gens considèrent ça comme normal. C'est quelque chose avec lequel nous ne sommes pas en harmonie. La question de se retirer de la zone CFA ne doit pas être abordée de façon émotionnelle. Bien sûr. Parce que ce n'est pas une question émotionnelle, mais plutôt une question éminemment technique. Et aujourd'hui, certains vous dénient, en tout cas la légitimité, de vouloir parler de se retirer de la zone CFA. Alors déjà, pour répondre à cette question, le premier élément, quand il parle d'émotionnel, ça, c'est la stratégie de l'oligarchie d'Occident, qui veut restreindre ça à une dimension uniquement technique. C'est ce qu'ils ont fait depuis des années. Des économistes se réunissent à 10, personne ne les connaît, personne ne les suit. Le peuple n'est pas concerné, alors que c'est le peuple en priorité qui souffre, et non pas les économistes qui mangent des petits fours entre eux en parlant de théorie pour sortir d'une alternative ou d'une autre. Cette question n'est pas, contrairement à ce que vous dites, technique uniquement. Cette question est éminemment politique. Et je vais reprendre ce que disait Roosevelt lorsqu'il énonçait que l'économie, par définition, est le moteur, le centre de gravité du combat et de la démarche politique. En aucun cas on ne peut extraire ou ne parler de l'économie que dans une dimension technique en enlevant le contexte dans lequel cette chose a été incarcérée. Et ceux qui me dénient justement, entre guillemets, la possibilité de parler de ça, sont ceux qui n'ont pas été capables de réunir la jeunesse africaine. Ce ne sont pas eux qui ont réuni la jeunesse africaine. C'est lorsque nous avons lancé cet appel que nous avons réuni le nombre de personnes, plusieurs dizaines de milliers de personnes, qui, si je ne m'abuse, est le premier mouvement au XXIe siècle qui a été capable, dans plus de 13 pays dans lesquels les sociétés civiles africaines sont présentes, de mobiliser des foules de gens pour que cette dernière se prononce sur ces questions. Donc, quand des économistes qui réunissent 10 ou 15 personnes dans des salles nous voient, nous autres jeunes, parler le langage du peuple, ne pas être dans une démarche d'adaptation à ce que voudrait le paradigme occidental, et dire clairement, nous disons clairement que nous voulons un souverainisme intégral. Nous ne voulons pas rester sur la question simplement de la technicité du franc CFA. C'est le rôle de personnalités comme Nicolas Gbou, qui est notre ami, qui fait partie de nos consultants sur le terrain économique, qui sont membres du Front CFA. C'est le rôle de Mamadou Koulibaly, votre voisin, président de l'Assemblée nationale, économiste de formation, qui nous a rejoints. Pourquoi nous ont-ils rejoints si nous n'étions pas les personnes qui étaient justement légitimes pour cela? Parce que nous avons été capables de faire ce que personne n'a été capable de faire en ce début du XXIe siècle, y compris les politiques. Nous avons été capables de réunir une masse critique africaine pour parler de ces questions. Et ceux qui nous dénient ce droit de parler de ça sont ceux en réalité qui ont peur, parce qu'ils connaissent notre projet. Notre projet est une libération totale. Et ceux qui vivent des subsides, du développement et des dons de l'Occident ne veulent pas que nous autres, parce qu'ils connaissent notre détermination, nous allions au bout de notre mission. Mais personne ne peut nous empêcher de faire ce pourquoi nous sommes programmés. L'une des questions que l'on se pose, c'est est-ce que les populations africaines ou de la zone CFA sont-elles aujourd'hui prêtes à assumer un départ de la zone CFA, avec toutes les conséquences que cela pourrait engendrer, en termes d'inflation notamment. Est-ce que quand vous avez été habitué, les termes d'inflation, vous savez, toutes les nations connaissent à un moment donné l'inflation, tout le monde connaît la crise. Il faut aussi qu'on arrête avec ces peurs qu'on scande toujours aux Africains, mais que toutes les nations du monde ont connues. La France a connu l'inflation à une période de sa vie aussi. La France connaît la plus grave crise économique et l'Occident connaît la plus grave crise économique de son histoire. Et nous-mêmes qui sommes fixés, de par le taux de fixité, nous sommes fixés justement à la réalité de la politique économique française. Quand la France connaît la crise, si elle se noie, nous on est en dessous de ses pieds, donc on est en dessous de sa noyade. On est dans une sous-noyade. C'est quelque chose qu'on doit accepter. Qu'est-ce que l'inflation? L'inflation n'est pas obligée si on doit être capable de stabiliser notre économie d'une façon ou d'une autre. Il y a des nations qui ont quitté le franc CFA, elles ne sont pas mortes pour autant. Il y a des nations qui ont quitté la monnaie coloniale, elles ne sont pas mortes pour autant. Toutes les nations qui aujourd'hui font partie des puissances dans ce monde multipolaire qui est en train de s'installer sont des nations qui ont fait le choix à un moment de quitter la monnaie coloniale pour se développer. Mais il n'y a qu'à l'Africain qu'on dit, mais tu n'es pas prêt, tu n'es pas un être capable
pour pouvoir t'en sortir et marcher toi-même, décider ta propre destinée. Et le plus dramatique dans tout cela, c'est que certaines prétendues élites, qui n'ont d'élite que le nom, qui étaient les mêmes qui combattaient Thomas Sankara, en réalité, parce qu'ils parlaient de ces pseudo-élites-là, sont celles qui disent « nous ne sommes pas prêts ». Mais elles ne sont pas prêtes parce qu'elles-mêmes ne peuvent pas casser le banc sur lequel elles sont assises. Sans transition, je voudrais que l'on aborde l'actualité de la semaine, à commencer par la visite du président du Faso au Qatar. En plus de l'indépendance politique acquise dans les années 1960, il nous faut acquérir l'indépendance économique. Et sur cette question, les États s'organisent et poursuivent la réflexion avec l'apport des activistes. Fin de citation. C'est une déclaration du président Roch Kaboré à nos confrères de Al Jazeera. Quand vous entendez cela, est-ce que vous direz que votre discours a une certaine résonance, en tout cas auprès des dirigeants du continent? Ça me paraît être une évidence. On reçoit beaucoup d'appels, de manière directe ou indirecte, de personnes proches, soit du pouvoir, dans différents pays du continent africain, dans les pays de la zone franc du moins, qui voient ce qu'on fait. Il n'y a pas besoin de faire maths-sup ou maths-spé pour comprendre que ce qu'on est capable de mobiliser à l'heure actuelle, très peu de gens sont capables de le faire. Donc ils s'interrogent, ils se disent comment se fait-il que nous sommes capables de soulever autant de gens sur des questions de souverainisme. Et cela pousse à la réflexion des personnes qui sont déjà concernées par cette question-là. Avant d'être au Burkina Faso, on a été reçus par les autorités tchadiennes et par la société civile tchadienne. C'était quelque chose qui était important pour nous parce que le Tchad s'est prononcé fortement sur cette question. On est ici au Burkina Faso parce que le président, M. Roch Kaboré, a été capable de se prononcer fortement, là aussi, sur cette question d'indépendance. Il l'a fait avec beaucoup de courage. Et il était donc normal que l'on se retrouve ici et qu'on rencontre, on a rencontré le président de l'Assemblée nationale, on rencontrera sans doute, je ne veux pas trop m'avancer, mais on doit rencontrer l'autorité suprême ici, à part le Moronaba, qui est évidemment l'autorité traditionnelle que nous avons rencontré aussi, mais il était important qu'on rencontre le président, on le verra. Et dans ce propos que vous tenez, que vous représentez en ce qui concerne la déclaration du président burkinabé à Al Jazeera, oui, c'est quelque chose qui fait écho avec notre réalité. Il est conscient du travail qui est effectué et nous sommes aussi conscients du courage qui a été le sien. Parce que c'est une prise de courage que d'agir de cette façon, de déclarer ce qu'il a déclaré, vouloir sortir de cette plantation-là. Il y a tellement d'Africains lâches que des gens qui sont capables de prendre leurs responsabilités sur cette question. Ça ne veut pas dire qu'on peut être d'accord sur tout, mais sur cette question, c'est quelque chose qui est nécessaire, en tout cas, d'approfondir, de un, et de deux, quand un président prend son courage à deux mains pour se prononcer sur cette thématique-là, la jeunesse africaine, et le Front ICFA, en tout cas, doit s'engager pour le soutenir. Est-ce que le souverainisme, en tant que démarche politique et idéologique, peut prospérer dans un monde globalisé, dans un contexte de mondialisation? Mais justement, tout est ouvert. Justement, qui est-ce qui veut que tout soit ouvert? C'est vous qui avez décidé que tout soit ouvert? On n'a même pas profité, quand je dis vous, je parle fraternellement, mais on n'a même pas profité de nos propres sols. L'indépendance que l'on cherchait à avoir n'a jamais été programmée, et du jour au lendemain, Wall Street décide, ou Tel Aviv décide de nous dire que allez, tout est ouvert. Tout le monde peut se servir, mais ils se servent déjà depuis longtemps, mais nous on ne peut pas se servir chez eux. Les choses sont beaucoup plus complexes que ça. Et c'est pour ça que si on fait un minimum de sciences politiques sérieuses, vous analyserez qu'aujourd'hui il y a la confrontation de deux concepts. Il y a le souverainisme ou le globalisme. Le globalisme, ce n'est rien d'autre que le phénomène de dégénérescence d'un phénomène naturel d'interaction qui est la mondialisation. La mondialisation, c'est le rapprochement. D'accord, on facilite la possibilité de libre circulation des informations, des biens, des individus par le biais des nouvelles technologies qui permettent de rapprocher les gens. Jusque-là, pas de problème. Le mondialisme ou le globalisme, c'est la dégénérescence de ce phénomène naturel d'interaction visant non pas à faire en sorte que les individus se rencontrent, mais ils veulent que les individus s'uniformisent parce que s'ils s'uniformisent, la capacité du gouvernement mondial de pouvoir gouverner sera beaucoup plus simple. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a deux pôles qui s'opposent. Vous avez parlé tantôt... Juste terminer, c'est très important cet exemple-là. Et ceux qui étudient un minimum la science politique sauront de quoi je parle. Quand vous voyez aujourd'hui Poutine, qui s'oppose à l'OTAN sur bon nombre de sujets, on est dans cette réalité-là. Vladimir Poutine est quelqu'un qui prône un monde multipolaire. L'illustration du BRICS, c'est exactement cette réalité-là. Et de l'autre côté, on a les nations atlantistes qui veulent maintenir leur pouvoir, qui sont dans cette démarche de mondialiser leur perception du monde. La mondialisation dont vous parlez n'est pas une mondialisation, c'est un mondialisme qui vise à uniformiser les gens. Et je ne pense pas que si on veut véritablement comprendre la nécessité de résister et de profiter de notre terre, je ne pense pas qu'il soit l'heure aujourd'hui de tout livrer alors qu'on n'a pas profité depuis des siècles du sol que l'on a pourtant passé notre temps à travailler, y compris le leur. Oui, vous avez parlé tantôt de la prééminence de l'économie en citant le président américain Roosevelt, si je ne m'abuse. Mais
noter avec moi que la mondialisation dont il est en question, c'est d'abord la mondialisation de l'économie. Donc aujourd'hui, ce qui nous est dicté par les ultralibéraux nous est dicté par le modèle économique prédominant. Le modèle économique qu'ils ont eux-mêmes inventé, mais ce n'est pas parce qu'eux-mêmes ont inventé ce système économique qu'on n'a pas la capacité, à part si on pense qu'on est des sous-hommes, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas la capacité nous-mêmes de développer nos propres schémas économiques. Il y a des nations qui refusent ce diktat dont vous êtes en train de parler. Il y a un certain nombre de nations qui, même la Chine qui a intégré dans son communisme structurel une certaine dose de libéralisme, la Chine est capable d'avoir sa base, qui est une base à la base socialiste communiste, et au-dessus de laquelle, par la suite, elle a été capable de rajouter une dose de libéralisme. Mais chaque nation qui s'en sort sont des nations qui sont capables d'avoir leur propre modèle, là aussi économique, et leur propre modèle, puisque l'économie, on l'a dit, est le moteur de la politique, et leur propre modèle politique. Et donc, quand on parle de mondialisation de l'économie, la mondialisation de l'économie ne doit pas nous faire perdre conscience de la réalité des enjeux pour les différentes populations. Il n'y aurait pas une si forte opposition aujourd'hui d'un certain nombre de nations qui prônent ce monde multipolaire. Quand on parle des BRICS, ça devrait normalement vous faire réfléchir. L'apparition des BRICS ne s'est pas construite par magie. Ces pays aussi puissants n'ont pas décidé de se réunir en se disant « nous ne voulons plus de l'hégémonie de l'Occident ». S'ils l'ont fait, c'est parce qu'ils pensent en réalité que la mondialisation qui leur est imposée est une mondialisation qui touche à sa fin. Il y a des limites à cela, il y a des choses positives dans la mondialisation, mais comme je l'ai dit quelques instants auparavant, le mondialisme est quelque chose que chaque nation digne se doit de combattre, et les nations que je viens de citer, le Brésil, même qui connaît des tempêtes, la Russie, la Chine, l'Inde et l'Afrique du Sud, ce sont des nations qui comprennent la nécessité de réinventer d'autres schémas politiques. On revient à cette interview accordée par le président Roch Kaboré à la chaîne Al Jazeera. Blaise Compaoré a raté le rendez-vous avec l'histoire, ce n'est pas moi qui l'ai dit, mais le président du Faso, en tout cas dans une interview retranscrite par nos confrères du quotidien d'État Siroya. Est-ce que vous direz que c'est aussi votre vision de l'homme qui a dirigé le Burkina Faso pendant ces 27 années? Toute personne qui se revendique, ou du moins qui agit dans une perception de souveraineté africaine, ne peut voir que Blaise Compaoré que pour ce qu'il est. C'est quelqu'un qui a trahi l'histoire de son peuple, qui a trahi l'intégrité de son peuple. C'est quelqu'un qui, malheureusement, a foulé, a marché sur les espoirs d'une population qui ne voulait qu'une seule chose, être dans une dynamique d'autodétermination. Il y a des gens qui se trompent. Il y a des gens qui peuvent être sur un bon chemin à un moment donné de l'histoire et qui décident, manipulés, conseillés et très mal orientés par des forces exogènes qui veulent en réalité simplement se servir de notre sol. Et il y a des gens qui décident de choisir le mauvais camp. Ça a été le cas de Blaise Compaoré. Il a trahi sa mission. Ça ne veut pas dire qu'il n'a pas bon nombre d'amis ici au sein de certaines élites du Burkina Faso. Nous en sommes très conscients. Nous parlons avec la population, ils nous le disent. Mais c'est quelque chose que l'on se doit de dire. Il a trahi sa mission. Frantz Fanon disait dans une relative opacité, chaque génération doit trahir ou accomplir sa mission. Eh bien, nous faisons partie de la génération qui a décidé de l'accomplir, quel qu'en soit le prix à payer. Et des personnes comme Compaoré ont trahi leur mission. C'est quelque chose qu'on ne peut nier. L'actualité, c'est aussi la contestation de la gouvernance MPP, le mouvement du peuple pour le progrès, qui est le parti au pouvoir. Il y a une contestation notamment par des organisations de la société civile, avec comme figure de proue la CCVC, qui est la coalition contre la vie chère, qui a organisé une manifestation ce week-end. Il reproche dans le fond au pouvoir la lenteur dans le traitement des dossiers judiciaires, que la coalition veut voir élargi en tout cas à l'ensemble des crimes de sang et des crimes économiques que le Burkina a connu sous le régime Compaoré. Comment est-ce que vous commentez cette actualité? Moi, je parle du principe déjà qu'il faut rappeler un postulat de base. Le Front anti-CFA, qui est l'acronyme de Front anti-colonialisme français en Afrique ou colonialisme de manière générale en Afrique, a des objectifs qui sont liés à la dimension de la souveraineté de manière tricéphale. C'est ce que j'ai expliqué tout à l'heure. Politique, militaire et économique. Ça, c'est un point. En ce qui concerne les politiques internes des différents pays africains, nous avons cette dignité de laisser chaque groupe de la société civile, chaque population, chaque parti politique décider de ce qui est bon ou ce qui est mauvais pour lui. Je ne peux pas venir, moi, béninois descendant, au Burkina Faso et dire que mais je suis d'accord avec tel ou tel ou tel sur de la politique interne. Je n'ai pas le droit de faire ça. La seule chose sur laquelle j'ai le droit de parler, c'est comme si on était, par exemple, si on voit les États-Unis d'Afrique comme un pays avec les États-Unis d'Afrique, le Burkina Faso serait un État dans cet État fédéral-là. Le Bénin serait un État, la Côte d'Ivoire serait un État qui, tous additionnés, donnerait les États-Unis d'Afrique. À l'intérieur des États. Ça, c'est une utopie? C'est une utopie pour laquelle certains sont morts. Donc je me méfie des utopies pour lesquelles certains sont prêts à mourir. Généralement, on ne tue pas quelqu'un qui est dans l'utopie.
on tue les personnes qui sont dangereuses. Et si Sankara est mort, c'est parce qu'il parlait lui aussi de cette volonté des États-Unis d'Afrique, chose que Houphouët-Boigny, lui, n'est considéré justement comme une utopie, pour reprendre vos propos. Donc pour revenir à ce que je suis en train d'exposer, je dis que, en ce qui concerne le Burkina Faso, dans un État fédéral ultime que l'on souhaiterait voir, le Burkina Faso, dans cet État, il faudrait laisser les populations qui vivent dans cet État, dans cette région du continent africain, décider de ce qui est bon ou mauvais pour eux. C'est ça le pouvoir au peuple. C'est ça ce qu'on appellerait la démocratie directe. S'il y a des gens qui reprochent des choses au président, ils ont leurs raisons. Ils ont des raisons pour lesquelles ils reprochent ces choses-là aux dirigeants. De la même façon que quand je suis au Tchad, je rencontre bon nombre de sympathisants qui soutiennent fortement notre combat, qui disent « je ne suis pas d'accord avec le président Déby sur ça, 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 ça ». Je dis « frère, ce pourquoi tu n'es pas d'accord, il n'y a pas de problème. Mais il y a une chose que tu dois savoir, c'est que sur la question du franc CFA, nous soutenons le président parce que celui qui veut sortir de ce joug de l'impérialisme aujourd'hui français, c'est quelqu'un qui doit être soutenu sur cet aspect-là. Pour le reste, chacun est libre de faire ce qu'il veut et je ne me permettrai jamais de juger en bien ou en mal les actions et les décisions de différentes OSC en ce qui concerne ce genre de questions. L'actualité, c'est aussi le jugement du dernier gouvernement de Blaise Compaoré pour son rôle présumé dans la répression des manifestants lors de l'insurrection populaire des 30 et 31 octobre 2014. Un procès devant la Cour de justice qui semble englué, en tout cas dans les querelles de procédure. On a constaté que le procès a été renvoyé en tout cas 3 fois devant le Conseil constitutionnel, au fait notamment de permettre au Conseil de se prononcer sur des exceptions d'inconstitutionnalité. De l'extérieur, comment est-ce que vous appréciez déjà le passage des anciens, du dernier gouvernement de Tiao devant la Haute Cour de justice? De vous à moi, vous savez, d'un regard extérieur, on a l'impression qu'on assiste à un verbiage institutionnel visant à masquer un certain nombre de réalités qui pourraient être analysées, qui pourraient être jugées avec une réelle célérité. Je vais aller même plus loin. Le gros problème aujourd'hui est qu'on cherche à juger un certain nombre de personnes ayant contribué aux répressions que vous énoncez, mais le problème est que parfois ceux qui sont juges font partie ou étaient proches de ceux qui sont jugés. La vérité est quoi? Le président Compaoré a quitté le pouvoir par la grâce de Dieu. Mais il y a une autre réalité qui est que le système dans lequel Compaoré a baigné n'est pas tombé. Le système est toujours présent. Cela ne signifie pas que les hommes qui sont là sont des gens corrompus comme l'était Compaoré. Ce n'est pas la question. On a le respect, on donne le respect et un profond respect pour les personnes qui sont prêtes à prendre leurs responsabilités pour sortir de cet impérialisme dont nous parlons. Mais dans le fond des choses, le système burkinabé n'a pas changé. La pièce de théâtre n'a pas changé. On a simplement changé peut-être la façade, mais le système prédateur qui est présent à la tête, l'oligarchie qui est présente au-delà de la présidence, au-delà du président de l'Assemblée nationale, il y a un système qui est sous-jacent à tout ce que nous voyons là aujourd'hui. Et ce système-là qui est incolore, qui n'est pas noir, qui n'est pas blanc, qui est le système, là encore une fois, de la finance internationale, qui sait exactement ce dont elle a besoin. On peut parler du système des ONG qui a un certain pouvoir ici. Ce système-là est un système qui doit être rompu. Donc tous les mécanismes que vous énoncez, qui donnent une sensation de complexité ou de difficulté ou de ralentissement dans la résolution d'un certain nombre de conflits ou de thématiques ou de problématiques juridiques, etc., sont des problèmes liés au fait que la mécanique est rouillée, pour la simple raison que celui qui est censé être le mécanicien est bien souvent celui qui était là quand la voiture était construite par des gens qui sont aujourd'hui jugés. La justice burkinabé était sur la sellette ce 19 mai, 27e anniversaire de la disparition tragique de Dabo Boukari. C'était un étudiant de 7e année de médecine qui est mort dans des conditions pour le moins troubles en 1990. Des étudiants ont manifesté devant le palais de justice pour réclamer la vérité et la justice donc, sur la disparition de leurs camarades. Est-ce que c'est une actualité qui vous parle? Vous savez, tout ce qui a trait à la jeunesse, tout ce qui a trait à cette volonté de justice, tout ce qui a trait à cette volonté d'intégrité, est quelque chose qui non seulement nous parle, mais qui est en harmonie avec ce que nous vivons, parce que c'est le résultat, c'est le résumé de notre vie, lorsque celui-ci est objectif et non pas parcellaire. Et lorsque on analyse cette histoire-là, on se rend compte en réalité que ces problématiques peuvent être reproduites partout sur le continent africain. On est toujours face à une jeunesse qui connaît, lorsqu'elle a soif de liberté, elle a soif de justice, elle a soif d'intégrité, des fins très souvent sombres, des fins très souvent complexes, parce qu'il y a aussi une réalité, et que dans les sociétés traditionnelles dans lesquelles nous sommes, on se doit de respecter les aînés. Ça, c'est un devoir, c'est une priorité, c'est quelque chose sur lequel on insiste, et on insistera toujours. Mais de l'autre côté, la jeunesse n'est pas suffisamment écoutée. La jeunesse est trop souvent méprisée, la jeunesse est trop souvent ostracisée. Et on dit toujours que c'est de l'ostracisation de l'homme par l'homme que naît la volonté pour l'entité ostracisée de se créer sa propre puissance. Cela signifie que si on ne prend pas conscience de la nécessité d'écouter cette jeunesse africaine-là,
Ce qui se passera, c'est que tôt ou tard, cette jeunesse africaine finira par n'écouter plus aucune entité, plus aucune autorité. Et on se doit de se recentrer sur le dialogue entre les différentes catégories de la population et faire justice quand des raisons il y a eu, parce que sans justice, aucune société ne peut vivre de manière décente. À présent, je voudrais qu'on aborde une question de gouvernance économique avec notamment la dissipation de 400 millions de francs CFA au fonds d'entretien routier. Les faits, en tout cas, ont été reconnus par le ministre en charge des infrastructures. Mais les débats achoppent, en tout cas, dans l'espace public, sur la suite à donner à cette dissipation des fonds publics. Quelle lecture vous avez d'une telle situation? C'est la suite logique de tout ce dont on parle. Donc, quand on parle de disparition d'une somme aussi importante sur le continent africain, on ne peut pas parler de cela sans parler de corruption. C'est la corruption qui laisse justement, qui crée des poches d'air dans lesquelles un certain nombre de sommes, de liasses peuvent justement s'engouffrer. Je pense qu'on doit être capable aussi de parler de manière crue, de manière claire, et ne pas toujours être dans une dynamique de regarder ce qui va mal dans l'impérialisme occidental sans regarder ce qui ne va pas bien au sein de nos institutions ou au sein justement de nos administrations publiques. Il y a un véritable problème aujourd'hui de malgouvernance à l'échelle du continent africain. Et quand on parle de malgouvernance, je ne parle pas simplement des élites. La malgouvernance commence aussi avec le peuple, parce que le peuple lui-même doit être, le citoyen africain dans sa globalité, doit être le premier gouverneur au niveau de la base sociale. Politique, politéia, participation à la vie de la cité, c'est ce que cela signifie. Donc chacun, en sa participation à la vie de la cité, se doit être dans une démarche d'intégrité. Mais celui qui est dans une démarche justement d'accepter, de normaliser, de banaliser la corruption, finit par justement fragiliser la société dans laquelle elle est installée, parce qu'une société qui est gangrénée par le bas et qui continue jusqu'en haut finira par être une société fissurée et qui ne tiendra pas face à des réalités de transactions financières telles que celles que vous venez d'énoncer. Donc on doit être dans un rapport de responsabilisation, d'autocritique. Arrêtez toujours de penser que le problème c'est l'autre. Ce n'est pas toujours les autorités. Nous-mêmes, en tant que citoyens africains, on doit se regarder, on doit analyser notre rapport à la corruption. C'est quelque chose qui est extrêmement important si on veut être capable véritablement de refonder une société qui part sur de bonnes bases et qui soit dans une dynamique de construction. L'école Ouigo, je ne sais pas si vous connaissez, en tout cas il s'agit de groupes d'autodéfense à l'origine, cette semaine, d'un certain nombre d'affrontements meurtriers à, on va dire, une centaine de kilomètres de Ouaga. Il y a eu 5 morts, en tout cas selon des sources officielles, dans la localité de Tchalgo, c'est dans le centre-ouest du Burkina. Comment est-ce que vous réagissez à une telle actualité où on a des groupes d'autodéfense qui s'affrontent avec des populations et il y a des vies humaines qui sont perdues? Mais déjà, bon, moi j'aime parler de choses que je maîtrise. En ce qui concerne ces groupes d'autodéfense, vous me les apprenez. J'aimerais savoir déjà dans quel cadre ces groupes d'autodéfense se sont constitués, face à qui, face à quoi, pour quelles raisons ont-ils décidé de s'organiser. Malheureusement, pour de bonnes ou des mauvaises raisons, mais il y a toujours des raisons qui expliquent que certains groupes décident de se structurer. Mais on peut aller toujours plus loin sans broder sur quelque chose qui n'est pas forcément intégré ou matérialisé. Il est évident que les groupes que vous énoncez, s'ils agissent de cette façon, c'est qu'ils estiment peut-être que justice n'est pas faite suffisamment pour les protéger sur un certain nombre de points. Je n'en sais rien. Je n'ai pas les éléments pour discuter de cette situation-là. Et il est du ressort de l'État d'éviter que des milices décident de se défendre elles-mêmes, parce que les seuls qui doivent défendre l'intégrité de la population de manière générale, c'est la police et c'est l'armée. Donc si ces deux entités-là ne sont pas nommées, ne sont pas intégrées dans ce processus que vous énoncez et que des citoyens lambda finissent par s'organiser en groupe d'autodéfense pour s'attaquer à leurs propres frères, cela signifie que c'est une faille, à mon sens, de l'État. Et c'est quelque chose sur lequel on se doit de réfléchir. Et je dis ça sans pointer un doigt accusateur sur qui que ce soit, mais j'essaie d'analyser par rapport aux éléments que vous m'énoncez. D'accord. Alors, on aborde à présent l'actualité internationale. On a à peu près un quart d'heure pour discuter de quelques sujets. On commence d'abord par la Côte d'Ivoire avec cette semaine une 3e mutinerie en 3 ans. Le sujet, en tout cas, a suscité beaucoup de débats dans le pays, à l'international. Une chose est sûre, le gouvernement ivoirien a délié le cordon de la bourse et les mutins sont passés à la caisse. Déjà, comment est-ce que vous voyez ces mutineries à répétition? Vous savez, quand vous appelez des mercenaires, parce qu'il ne faut pas avoir peur de dire les choses telles qu'elles sont, quel que soit ce que cela peut vous coûter. Quand vous appelez des mercenaires pour vous soutenir, et vous constituez une sorte de milice privée qui par la suite, lorsque vous gagnez dans un schéma démocratique qui reste véritablement à recontextualiser, Gbagbo est à la haie, je ne suis pas sûr que c'est à la haie qu'il devrait être objectivement. Il doit être où? Il doit être dans son propre pays, ou s'il est à la haie, monsieur, jusqu'à preuve du contraire, Ouattara devrait être à la haie aussi, parce que pour qu'il y ait une guerre, il faut qu'il y ait 2 camps. S'il y a
entité qui est simplement l'entité agresseuse, ça ne se serait pas passé de manière aussi justement complexe. Il y a eu deux camps qui se sont opposés. Il y a eu un camp qui a été soutenu par la communauté internationale, et quand on dit communauté internationale, on parle de l'Occident, et un autre camp qui n'a pas été soutenu par la communauté internationale parce que peut-être qu'elle était dans une démarche de prioriser les intérêts de la Côte d'Ivoire. On peut débattre de la manière dont il y a quand même des victimes et des bourreaux. Qui définit dans l'histoire ceux qui sont les victimes et les bourreaux, ceux qui ont le pouvoir? Je ne sais pas si vous allez souvent en Côte d'Ivoire, moi je parle beaucoup avec les Ivoiriens. La notion de bourreau qui est vendue par France 24 n'est pas forcément la notion de bourreau qui est ressentie par la population, c'est beaucoup plus complexe que cela. Et la preuve, la matérialisation de ce que je vous dis, c'est qu'aujourd'hui, ces mutineries qui se présentent sont dues au fait que ces mercenaires qui ont été payés par le camp de Alassane Dramane Ouattara sont des gens qui ne sont pas venus pour l'intégrité de servir le pays. Généralement, quand quelqu'un s'engage dans l'armée, il s'engage parce que sa volonté est de protéger le pays, quel qu'en soit le prix, quelle que soit même la manière dont il peut être payé de manière générale. Mais les gens qui sont ici sont des gens qui ont eu l'impression de fournir un travail. Ils devaient être rémunérés à la hauteur du travail qu'ils ont fourni, parce que ce sont des seigneurs de guerre. Certains, quand même, ont payé le prix. Si vous permettez que je termine juste mon propos, sinon vous ne pourrez pas me comprendre, ces derniers-là étaient les seigneurs de guerre, pour bon nombre d'entre eux. Tout le monde le sait aujourd'hui. On peut faire comme si on est au courant de rien, hein, mais je pense qu'il serait malencontreux de ne pas reconnaître cette réalité-là. Et ces seigneurs de guerre veulent être payés pour ce pourquoi ils ont été engagés. Chose qui est totalement légitime. Ils ont été employés, ils veulent être rémunérés. Tout le monde veut sa fiche de paye à la fin du mois pour lequel il a travaillé, vous comme moi. Donc à partir de ce moment-là, les mutineries sont dues au fait que les gens qui ont coopté cette armée-là, entre guillemets armée, n'ont pas tenu leur parole par rapport aux rémunérations qui étaient données. Et cela nous donne un indice sur le degré de moralité et de patriotisme des entités qui sont présentées ici. Il ne devrait pas avoir autant de mutineries pour des gens qui sont censés servir leur peuple. Mais peut-être que ce n'est pas leur peuple qui servent. Là où ils se servent du travail pour lequel ils ont été payés, et ils voudraient, ou pour lequel ils ont été engagés, pour être payés, pour accomplir un certain nombre de choses après. Soit là où je voudrais quand même vous interroger, réduire la rébellion des FAFN, des forces armées, des forces nouvelles, à une dimension de mercenaires, est-ce que ce n'est pas une vision trop réductrice par rapport aux causes du conflit, par rapport à cette poudre identitaire que la Côte d'Ivoire était devenue, qui a fini par exploser? Vous ne pouvez pas me faire ce procès à moi pour la simple raison que, panafricaniste que je suis, j'ai été parmi les premiers à stigmatiser la manière dont j'entendais par exemple des propos de Simone Gbagbo vis-à-vis des populations du Nord. Il y avait des choses qui étaient exécrables, qui n'étaient pas normales, et c'est sur cette poudrière identitaire qu'un certain nombre de choses ont pu se faire. C'est toujours en s'appuyant sur des souffrances réelles que des machinations exogènes, d'accord, peuvent forcément parfois se présenter en notre sein et accentuer le débat pour justement réorienter une dynamique d'un destin qui était au départ africain, qui finit par être en réalité livré au reste du monde. Ce qui se passe par rapport à la Côte d'Ivoire est une addition de complexité. Il y a la complexité identitaire, mais pas seulement. Tout le monde sait, je le redis, je le répète, qu'il y a eu des seigneurs de guerre, qu'il y a eu des gens qui n'étaient même pas ivoiriens. Il y a des gens qui n'étaient même pas ouest-africains, des gens qui n'étaient pas burkinabés, qui étaient d'autres contrées, qui ont été engagés. Et je vous encourage d'ailleurs à regarder un film qui illustre parfaitement cette situation, qui a été primé au FESPACO, L'Orage africain. Peut-être vous en avez même parlé ici de notre ami Sylvestre Amoussou, où il parle de manière très claire, et tout le monde sait aujourd'hui, il a été même primé par l'Assemblée nationale du Burkina Faso, parce que ce n'est pas un tabou, tout le monde sait aujourd'hui que dans certains cas, on mène des guerres sous proxy en faisant venir des mercenaires pour servir des intérêts qui sont des intérêts parfois extérieurs liés à ceux qui ont été cooptés. Est-ce que vous n'êtes pas trop dans la théorie du complot? La théorie du complot, ça c'est ce que justement peut-être les gens dont vous inspirez en Occident, parce que c'est eux qui disent ça. C'est-à-dire qu'ils parlent de théorie du complot, mais bien souvent, les théories le complotisme dont ils parlent est en harmonie avec une réalité qui est souvent matérialisée par des arguments qu'on ne fait que citer. Il y a un moment où il faut être capable, ce que vous appelez théorie du complot, d'autres appellent ça du courage. Il y a la lâcheté de ne pas être capable de mettre un nom sur un certain nombre de problèmes. Et ce n'est pas en fuyant les problèmes qu'on va être capable justement d'avancer et de reconstruire ensemble. Nous voulons la paix en Côte d'Ivoire. Pour qu'il y ait la paix en Côte d'Ivoire, il faut qu'il y ait une justice sociale qui soit faite. Il faut que les prisonniers politiques d'un camp qui a été taxé par la communauté internationale, que vous considérez, et visiblement peut-être que vous êtes d'accord avec eux, quand vous dites les bourreaux, c'est France 24, c'est Israël 24, c'est CNN qui a dit bourreaux, mais la réalité africaine pense profondément autre chose, y compris des gens du Nord qui disent que la manière dont les choses sont gérées sont très différentes de ce qui est énoncé par la communauté internationale, qui en réalité n'est rien d'autre qu'un amas de quelques nations qui voient dans la Côte d'Ivoire une région, une zone du monde, du continent africain, sur laquelle ils peuvent se servir sur bon nombre de points. Donc, je le dis et je le répète, M. Ouattara
est un agent de la finance internationale depuis très longtemps. Il a travaillé au FMI, si je ne m'abuse. Avant d'être ce qu'il a été, c'est quelqu'un qui sert bon nombre d'intérêts exogènes et c'est pour ça qu'il a beaucoup de problèmes en réalité sur le terrain de l'acceptation endogène de sa politique, que ce soit sur le continent africain de manière générale et même en Côte d'Ivoire. La nation ivoirienne est extrêmement morcelée. Ça, c'est pas du complotisme. Il suffit juste de prendre votre billet et d'aller voir là-bas, vous vous rendrez compte que ce que je dis est complètement réalisé. Alors, au Mali, c'est la visite du nouveau président français qui retient notre attention. Emmanuel Macron, pour sa première sortie en terre africaine, en tout cas, s'est rendu à Gao pour, selon en tout cas des informations que nous avons, aller rencontrer les militaires français de la force Barkhane. Quel commentaire vous inspire ces déplacements de Macron? C'est l'illustration de ce que nous disons toujours quand on dit que les Africains devront arrêter de juger des candidats politiques occidentaux à la manière dont ils leur sourient. La politique, ce n'est pas le sourire. Ce n'est pas le sourire de l'autre qui vous dit « je vous aime ». Et ce n'est pas parce qu'il vous dit que je vous aime que cela signifie qu'il vous aimera dans ses actes ou dans ses faits. Mais Emmanuel Macron est quelqu'un qui s'était présenté comme voulant changer les relations France-africaines. La première chose qu'il fait, il vient sur la base militaire Gao. Il ne vient pas, il faut bien le préciser, c'est très important. Il ne vient pas à Bamako. Il ne vient pas dans la capitale malienne. Il vient sur la base militaire, là où est installée la France. Mais il a été élu par les Français. Il y a des Français qui ont versé leur sang au Mali. Oui, la population a été nommée par référendum, elle a été interrogée par référendum pour savoir si c'est ce qu'elle voulait. Vous allez là-bas souvent, voir ce qui se passe un peu là-bas. Moi, j'ai fait pour terminer, j'ai déjà fait des reportages pour le cadre de la chaîne dans laquelle je travaille. Je peux vous assurer que la population n'a pas le même regard que ce que vous énoncez. Peut-être que vous faites le porte-parole de ce que vous avez vu à France 24. Moi, ce n'est pas mon souhait. Moi, mon souhait, c'est que l'Africain parle par lui-même. Gao, c'est la base militaire française, c'est les intérêts français. Moi, je n'en veux pas à Macron de défendre les intérêts français, mais Macron, lorsqu'il vous dit qu'il veut changer les rapports France-Afrique et que le premier déplacement qu'il fait, c'est pour matérialiser l'un des fondements de la France-Afrique, qui est la présence des bases militaires françaises sur le continent africain, je suis désolé de vous dire que les Africains qui ont pensé que Macron allait changer le rapport de la France à l'Afrique sont les plus grands naïfs de l'humanité et devront eux aussi en répondre. Le président Ibeka, de toutes les façons, a parlé de créance éternelle du Mali vis-à-vis de la France qui a sauvé le pays de Soundiata Keïta d'un démembrement par l'international terroriste. C'est un discours mais que vous comprenez. C'est pas parce que M. Ibeka a sorti cela que cela signifie que c'est parole d'évangile. Je pense que vous pouvez nous laisser à chacun le choix. Absolument. Merci. Le choix de juger si ce sont des paroles de personnes qui sont complètement soumises à un diktat étranger et d'autres personnes qui comprennent que, avant de songer à vous demander la présence de la France, alors qu'il y a des milliards de partenaires qui peuvent être présents sur le continent africain pour justement accentuer notre souveraineté, analysez un petit peu ce qui se passe au Moyen-Orient. La Syrie, contrairement à Kadhafi, la Syrie, M. Bachar al-Assad, c'est un parallèle qui n'est pas éloigné de notre réalité. La Syrie s'est appuyée sur deux soutiens, la Chine, la Russie, et j'extrapolerai en disant l'Iran, et sa filière chiite au Moyen-Orient. Je ne suis pas là pour faire une publicité pour quelconque entité que cela. Mais une chose est certaine, Bachar al-Assad a tenu parce qu'il s'entourait de nations qui étaient dans une dynamique de souverainisme. Et j'en reviens au principe de base que je vous ai énoncé auparavant. Mais ce qui se passe dans le rapport France-Mali, ce n'est pas du tout un rapport de souverainisme, et je veux même aller plus loin. C'est la première fois, j'ai 35 ans, je suis dans ma 36e année, c'est la première fois que je vois un chef d'État africain, enfin la première fois, c'est peut-être pas tant vrai que ça, et c'est ça qui est encore plus grave, mais qui va se déplacer, c'est-à-dire que le chef d'État français, quand il arrive dans le pays, il ne s'installe même pas dans la capitale du pays qu'il devrait visiter, c'est la moindre des choses de manière diplomatique, il va sur le terrain de sa base militaire qui est sa capitale à lui, d'accord ? Et le président malien se déplace pour aller voir le petit président français pour le saluer. Vous pensez que ça c'est normal? Vous allez peut-être me dire que c'est du complotisme, mais les millions de jeunes Africains qui voient ça vont vous dire que c'est un scandale politique et que c'est la lâcheté de ne pas être capable d'appeler un chat et de dire que c'est une faute diplomatique. Voilà, mais peut-être que si les forces françaises n'avaient pas été là, le Mali n'existerait plus aujourd'hui. Mais peut-être que les forces françaises aussi, ou l'oligarchie française a contribué aussi à sponsoriser un certain nombre de djihadistes pour que, toujours dans la théorie du mafieux qui paye des casseurs pour que justement la boutique qui est cassée engage la mafia à lui fournir de la sécurité. Ce schéma-là, tout le monde le connaît. C'est vieux depuis la nuit des temps. Mais le problème est que certaines entités parmi l'élite africaine, parce que le peuple n'est pas dupe du tout de ce dont nous parlons, le peuple sait exactement de quoi je parle, mais peut-être que la prétendue intelligentsia africaine est tellement orientée, conditionnée par une réflexion de la pensée qui serait orientée vers la vision occidentale, que pour elle, elle finit par se dire oh, si la France n'était pas là, nous ne pourrions rien faire.
Mais il y a bon nombre de jeunes Africains qui savent qu'il y a des tas de partenaires qui peuvent être créés en dehors de la France, de partenariats qui peuvent être créés en dehors de la France. Et c'est ce qui est en train aujourd'hui de s'opérer et de se construire au sein des sociétés civiles africaines. Et nous disons ce que nous disions tout le temps, ce que nous dirons demain encore, ce que les élites africaines, y compris prétendument intellectuelles, ne font pas pour le peuple le fera lui-même. Au Sénégal, devenu votre pays d'adoption, il y a eu une marche pour demander la libération de Khalifa Sall, le maire de Dakar, qui est incarcéré dans une sombre affaire de détournement des deniers publics. Quel commentaire vous faites de cette Vous savez, dès qu'un candidat politique au Sénégal ou ailleurs, d'ailleurs, devient parfois trop gênant, on déterre une histoire visant à le discréditer du champ des élections afin que ce dernier ne puisse pas se présenter donc aux élections que je viens d'énoncer. C'est le cas de Khalifa Sall. Je ne dis pas que Khalifa Sall est quelqu'un qui est un saint. Je ne dis pas que Khalifa Sall est quelqu'un qui est complètement parfait, là n'est pas la question, mais une chose est certaine, il devenait très gênant pour Macky Sall, qui songe lui-même à se représenter et qui ne veut pas avoir de concurrents trop sérieux. Il a fait sauter de la fonction publique Ousmane Sonko, qui était un candidat extrêmement, qui est un opposant extrêmement brillant, quels que soient les désaccords que je puisse avoir avec lui sur un certain nombre de sujets. Il fait la même chose avec Khalifa Sall, il essaie d'isoler la plupart de ses opposants sérieux pour être sûr de se représenter, mais le peuple n'est pas dupe. Et c'est pour ça que je dis qu'il y a la justice de l'homme, mais il y a la justice de la nature aussi, qui fera en sorte que ceux qui ont été salis finiront toujours par être, non pas blanchis, parce que je n'aime pas ce terme, mais disons lavés de tout soupçon. Alors il nous reste 1 minute pour conclure, 1 minute aussi pour revenir à vous. Vous parcourez le continent, vous voulez convertir la jeunesse africaine, en tout cas à ce combat pour le panafricanisme. Peut-être une critique, que répondez-vous de façon globale à ceux qui disent que vous avez un discours aux accents quelque peu populistes? Alors première chose, vous avez beaucoup la notion quasi de religiosité avec moi, alors que convertir voudrait dire que je voudrais faire basculer des gens qui ne sont pas dans cette démarche. Or partout où je vais, nous sommes accueillis par des gens qui n'ont pas besoin de convaincre. Ils veulent juste qu'on les mobilise, parce que ce sont des gens qui sont déjà dans cette dimension de volonté du souverainisme et qui voient dans notre capacité à mobiliser les gens des éléments déclencheurs et catalyseurs qui peuvent permettre de densifier la réflexion qui est la nôtre. Votre deuxième question, c'était, si je ne m'abuse, redites-moi, parce que j'ai peut-être perdu le fil. Rapidement, vous me posiez... Non, je vous demande de façon globale comment... Oui, par rapport au populisme. Oui. Voilà. Donc, moi, je suis un amoureux des mots. J'ai étudié beaucoup les mots. Populisme, on taxe de populiste celui qui parle le langage du peuple. Vous savez ce dont l'Afrique a besoin aujourd'hui? De personnes qui parlent le langage du peuple, et non pas de gens qui parlent le langage de l'Occident au détriment du peuple. Si être populiste, c'est prioriser les intérêts du continent africain par opposition aux intérêts... Parler le langage du peuple en flattant les bases instincts du peuple. Juste, je termine. J'ai vraiment l'impression parfois quand je vous entends d'entendre quelqu'un qui serait peut-être une personne défendant les intérêts des agences de développement françaises ou autres, etc. Je ne suis pas journaliste. Et moi aussi, et je vous dis avec toute mon affection, ma fraternité, que votre réflexion n'est pas la réflexion de quelqu'un qui, à mon sens, est en harmonie avec une volonté d'intégrité et d'indépendance réelle. Il faut qu'on est en direct, profitons-en, il faut qu'on soit clair et qu'on soit sincère. Celui qui est dans une démarche de voir ce qui ne va pas sur le continent africain et qui se tait est une prostituée. C'est quelqu'un qui donne son âme, qui donne son cœur et qui donne son énergie à des gens qui n'ont pas les intérêts de notre population. Il faut que cela cesse. Et notre génération, si c'est ça être populiste, c'est pousser les nôtres à se mobiliser pour qu'ils puissent avoir leur véritable indépendance. Ce n'est pas les bas instincts. C'est a été considéré pas comme des bas instincts par ceux qui veulent nous voir à genoux, mais ceux qui ont compris la nécessité pour notre peuple de se lever, comprennent que le propos que nous tenons est un propos de dignité, que l'impérialiste taxe de populisme, parce que quelqu'un qui parle le langage du peuple est toujours considéré comme un dangereux extrémiste par ces gens-là, que peut-être vous appréciez, mais là c'est un autre sujet. Merci infiniment. Vous doutez de mon intégrité? Vous doutez peut-être... Je ne doute pas, je ne vous connais pas, mais j'espère que j'aurai l'occasion de vous connaître. Je ne vous connais pas, je ne me permettrai pas de douter de votre intégrité. Et la seule chose dont je peux douter, c'est des propos que vous tenez. Et je suis même les propos que je tiens ici ont un seul objectif, c'est de faire en sorte que cette émission, qui est un cadre de débat libre, d'expression plurielle et d'opinion, que voilà, chacun puisse venir. Je vous ai invité, et moi, je vous ai permis d'être sur ce plateau. Merci infiniment. Et de dire exactement ce que vous pensez par rapport à l'ensemble des critiques qui sont formulées à votre encontre. Moi, mon rôle avec fraternité. En tant que journaliste, en mettant en avant l'ensemble de ces critiques qui sont formulées, ça ne veut pas dire que je les partage. Et c'est pour ça vous faites le métier comme moi et vous le savez. Et c'est pour ça que je vous dis, pour conclure mon cher frère, que ce n'est pas de vous dont je doute, mais par rapport aux propos dont vous faites le relais, j'ai le droit de dire que je me méfie de la teneur de ces... Je ne fais pas le relais.
Monsieur, je ne me fais pas le relais. Ce que je veux dire... J'ai l'impression que vous prenez de manière personnelle quelque chose qui n'était pas visé sur vous. Pas du tout. Moi, je m'attaque à l'impérialisme, je ne m'attaquerai jamais à mon frère. Vous êtes mon frère, je terminerai par là en disant vous êtes mon frère. Moi, je n'ai pas de problème avec vous. Et la preuve, vous m'énoncez des critiques, moi je réponds à ces personnes-là qui font ces critiques-là, qui bien souvent sont des agents de diffusion de forces exogènes qui n'ont pas les intérêts du continent africain. Et je n'ai fait que répondre à ces gens-là. Ne prenez pas pour vous une pierre que j'ai lancée dans un jardin qui était plus lointain. Vous êtes mon frère, il n'y a aucune animosité entre nous, mon cher frère. On termine là-dessus. Merci, Kémy Séba, d'être passé sur ce plateau. Asseyez-vous, on va continuer. On va conclure là-dessus. Madame, Messieurs, c'est la fin de votre émission. Je vous retrouve dimanche prochain à partir de 18h45 en direct sur la RTB avec un autre invité sur la brèche. Bonsoir.